Les 3 placements préférés d'un Français, ça va être le fonds en euros de l'assurance vie, le compte courant et les livrets d'épargne. La diversification, c'est pas la collection. Et à cause des frais, si mon rendement descend à 4, c'est plus 750, c'est 256, c'est plus du tout la même chose. Donc c'est extrêmement important de juger de la qualité des fonds et de comprendre comment se rémunère la personne que vous avez en face. Bonjour Christophe. Bonjour Guillaume. Je suis ravi de t'accueillir, je vais te dire pourquoi. On crée un multifamily office ensemble, With Patrimoine. Et je vais te dire pourquoi je suis vraiment ravi de t'accueillir. Je te connais un petit peu maintenant. J'ai été CGP, moi également. Je connais le monde un petit peu de l'intérieur. Tu es toujours bien sûr CGP, mais tu as été en banque privée, tu vas nous raconter. Et on se rejoint vraiment sur, à dire, l'intérêt client, qu'on oublie parfois dans cette profession, même si beaucoup le mettent en avant. Parfois, c'est plus un argument marketing qu'autre chose. Mais on se rejoint vraiment là-dessus et j'aimerais que tu nous décryptes un petit peu ton parcours avant de rentrer dans le sujet du jour qui est passionnant. On va parler allocation d'actifs, mais nous expliquer un petit peu pourquoi tu es passé de banquier privé à créer des multifamily office. Il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à me lancer. La première, c'est un constat. Il y a énormément de différences en France entre la manière dont est traité quelqu'un qui a plus de 2 millions d'euros d'avoir financier et quelqu'un qui ne les a pas. Oui. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième, c'est que même au sein de la catégorie des plus de 2 millions d'euros, il y a énormément de disparités. Et donc c'est vrai qu'en tant que banquier privé, j'ai vu une opportunité de donner du sens à l'action que j'allais mener. Donc ça, c'est le premier constat qui m'a poussé à me lancer. Le deuxième, c'est... Tu étais banquier privé, donc salarié d'une grande banque. Alors, j'ai eu un parcours... je peux te parler de mon parcours si tu veux. Donc moi, initialement, en fait, j'ai un diplôme de finance d'entreprise et de marché. Ouais. Et j'ai commencé ma carrière chez Allianz, où j'étais ingénieur financier. Donc mon rôle, c'était simple. C'était d'intégrer les meilleurs fonds externes dans les contrats d'assurance vie, dans les placements que proposait Allianz. Ouais. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et j'ai été confronté, en fait, dès la première semaine de ma carrière, au premier tournant. J'ai commencé ma carrière à Guillaume la semaine de la faillite de Lehman Brothers. Dans la finance. Bien, voilà. Bonne entrée. Bonne entrée en matière et donc des opportunités qui se raréfiaient et surtout des CDD. Et donc je me suis dit, j'avais un poste qui était très sympa, très intéressant, mais je me suis dit, plutôt que de rester là-dedans, j'avais envie d'aller chercher des compétences supplémentaires en gestion de patrimoine. Donc je suis passé banquier privé chez HSBC. Je suis resté quelques années là-bas. Je suis devenu ensuite expert patrimonial pour plusieurs départements chez HSBC et la banque privée internationale. Okay. Donc j'étais en fait le banquier privé des banquiers privés. Ça a été le deuxième tournant de ma carrière puisque ça m'a amené à accompagner des banquiers privés sur leurs meilleurs dossiers, sur les dossiers à fort enjeu, et donc finalement à me décharger de toute la partie administrative qui prend du temps à un conseiller. Et ça m'a vraiment permis de monter aussi en compétences, d'accélérer la prise en compétences. Donc ça a été un deuxième tournant. Il y en a un autre aussi, et qui a été important dans ma carrière, c'est le moment où j'ai commencé à enseigner. J'ai commencé à enseigner à peu près à ce moment-là. Et je parle d'un tournant parce que finalement, en enseignant, on se rend compte que on se forme aussi beaucoup. Ouais, mais c'est un des principaux atouts de l'enseignement, c'est qu'en fait, on apprend beaucoup plus en enseignant qu'en lisant soi-même de son côté, en ne restituant rien. C'est vrai. Et pour finir, ensuite, j'étais donc responsable de la banque privée de la gestion de fortune chez Swiss Life, où je suis resté à peu près 3 ans. Et ça a été aussi important dans ma carrière parce qu'à travers cette expérience-là, j'accompagnais des salariés et j'accompagnais aussi des indépendants, ce qu'on appelle des agents généraux ou des mandataires, ce qui m'a permis de voir un peu aussi ce monde de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est ta phase salarié. Exactement, qui a duré... Tu as fait des constats. Voilà, qui a duré pendant 15 ans. 15 ans. J'y ai fait plusieurs constats. Le premier, on le disait en amont, énorme différence en France entre ceux qui ont plus de 2 millions d'euros d'épargne financière et les autres. Tu veux dire sur la manière dont ils sont accompagnés ? Oui, manière dont ils sont accompagnés, solutions qui leur sont proposées. Mais le constat qui peut aussi surprendre beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est que même au sein des plus de 2 millions d'euros, il y a d'énormes différences. D'énormes différences. Et donc, une envie d'harmoniser tout ça. Deuxième élément qui m'a poussé à passer le cap, Guillaume, c'est le sujet de la transparence. On est dans un domaine dans lequel on peut améliorer la transparence qui est apportée aux clients. Et ça, c'est un point marquant, améliorer la transparence. Si tu parles de transparence en termes de frais ? Oui. C'est souvent là-dessus qu'on appuie dans le modèle du CGP, pour ceux qui connaissent un peu avec l'intermédiation, etc. C'est souvent un sujet qui cristallise beaucoup... pas nécessairement de peur, mais en tout cas qui cristallise beaucoup de croyances sur ce sujet des frais.
Et il y a des frais qui sont transparents, d'autres qui ne le sont pas. Et là, ce que tu prônes, c'est la transparence. Exactement. Donc ça, c'est une valeur qui est essentielle pour nous. Transparence sur les frais et on laisse le choix. On en parlera peut-être, mais il y a plusieurs modes de rémunération qui existent dans notre profession. On laisse le choix au client en toute transparence, on lui explique. Ça, c'est un point qui est important. Ce qu'on constate, c'est que globalement, dans notre industrie, ça manque un peu de stabilité. C'est-à-dire que beaucoup de conseillers changent de poste. Moi, le premier, et ça m'a permis d'apprendre aussi. Et on a voulu créer un modèle où 100% des conseillers de notre équipe sont associés ou ont vocation à le devenir. Pour une simple et bonne raison, c'est l'accompagnement dans la durée. Donc ça, c'était un élément qui m'a poussé à me lancer. Intéressé à la réussite du cabinet. Exactement. Donc ça, c'était un élément important. Et ensuite, on va dire qu'il y en a un dernier, c'est la sélection de produits dans beaucoup de banques, chez beaucoup d'assureurs. Il y a quand même un quota de produits maison, un quota de produits qui vont se retrouver chez le client sans que ce soit vraiment son intérêt. C'est vrai qu'on entend souvent parler comme argument de l'architecture ouverte. Oui. Donc oui, il y en a beaucoup, même dans les banquiers privés, qui proposent une architecture ouverte. La réalité, c'est qu'elle peut être plus ou moins ouverte. C'est vrai, c'est ça. Et qu'il y a quand même une structuration de frais qui est importante à comprendre pour pouvoir faire les bons choix. Bien sûr. On a voulu un modèle simple où sur ces sujets-là, nous, il y a le capital, on est 100% actionnaire de notre structure. Aucun assureur est présent au capital. On veut garder cette liberté de choix des solutions qu'on va proposer à nos clients. Et aujourd'hui, le cabinet, c'est combien d'encours ? Écoute, étant superstitieux, je vais te donner un arrondi. Okay. On est à un peu plus de 99 millions, mais on n'a pas passé la barre des 100. Okay. Donc on est à 99. Ok, et ça en quelques années, quoi. En 2 ans. 2 ans et quelques mois. Super. Ouais. Ok. On va s'intéresser maintenant au sujet qui nous amène aujourd'hui. Oui. Et là-dessus, on va s'appuyer sur le rapport UBS. Oui. Le rapport UBS des Single Family Office. Tu vas nous expliquer ce que c'est un Single Family Office. Déjà, ce que c'est un Family Office, parce que pour beaucoup, on ne sait pas ce que c'est. On entend parler de conseiller en gestion de patrimoine, Family Office, est-ce que c'est la même chose ? Donc, Single Family Office, on va afficher ça à l'écran, qui en gros, le rapport UBS, c'est un peu un panorama qui, chaque année, décrypte un petit peu les politiques d'allocation d'actifs de ces Single Family Office. Et ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur cette répartition. Quelle est la répartition type aujourd'hui des Single Family Office et est-ce que c'est quelque chose que je peux adapter, moi, à mon cas ? Et si oui, à partir de quel montant et quel niveau de patrimoine ? Donc, un Single Family Office, c'est finalement un cabinet de gestion de patrimoine qui ne va s'occuper que d'une seule famille. Donc, une seule famille fortunée, oui, nécessairement. Voilà. Et donc, c'est une structure privée, Single Family Office. Voilà, donc, c'est une structure qui va être créée pour s'occuper d'une famille. Généralement, une famille qui, sur des Single Family Office, c'est rarement moins de 30 à 50 millions d'euros de patrimoine. Okay. Donc, tu vas être sur des patrimoines très importants. Et c'est là un point qui est très intéressant dans cette étude, c'est-à-dire de voir comment ces familles répartissent leur épargne. C'est riche d'enseignements. C'est très riche d'enseignements parce que quand on le compare, si on regarde aujourd'hui un Français en moyenne, enfin les 3 placements préférés d'un Français, ça va être le fonds en euros de l'assurance vie, le compte courant et les livrets d'épargne. Ouais. Et donc quand on compare, et ça revient à ce qu'on disait en introduction, la différence qui est colossale entre une famille très fortunée et une famille qui l'est moins, on la voit déjà sur ce point. Donc pour te répondre, voilà ce qu'est un Single Family Office, et on peut parler de l'allocation si tu le souhaites. Bien sûr. L'allocation, on va l'afficher à l'écran, mais c'est donc cette allocation dans le rapport, c'est l'allocation moyenne de tous les Single Family Office qui sont enregistrés chez UBS, qui est un grand acteur financier. Et ce qu'on voit et ce qui est assez frappant, c'est que c'est quand même pas mal diversifié. Oui. Donc là-dessus, c'est un point, effectivement, c'est une moyenne. Donc cette étude, elle te montre comment, en moyenne, ces familles sont accompagnées au niveau de leurs finances. On voit que c'est très diversifié et on peut se poser la question, est-ce que c'est utile ? Et la diversification, il faut vraiment l'avoir en tête. Quel que soit mon volume d'investissement, c'est fondamental. Quand je réalise un investissement, je dois avoir pour objectif viser une performance donnée en minimisant mon risque. Et c'est la diversification qui va me permettre de traverser les crises qu'on ne voit généralement pas venir. Et c'est la diversification qui va me protéger. Il y a 3 avantages à la diversification. Le premier, c'est effectivement de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'améliorer le couple rendement-risque. Et on pourra rentrer un peu dans le détail de son portefeuille. Le second, c'est aussi de bénéficier d'opportunités. Parce qu'on le voit, et on va parler des différents ingrédients qui sont utilisés par ces familles-là, que ce soit les actions ou autres.
on va traverser des crises sur la durée. Le fait d'avoir une diversification permet finalement de vendre des placements qui ont bien fonctionné, quand c'est opportun, pour en acheter certains qui ont beaucoup baissé de manière exagérée. Ne pas se diversifier, c'est manquer, c'est porter un coup d'opportunité. Et il y a un dernier point qui plaît dans la faveur de la diversification, qui est souvent oublié, c'est le côté psychologique. Je fais ce métier depuis bientôt 20 ans. Si vous êtes 100% investi sur une catégorie et que cette catégorie baisse fortement, on peut penser par exemple à la catégorie action, on va donner un exemple concret. Oui, que tout le monde comprend à peu près, la bourse, elle peut chuter. On va prendre l'exemple du Covid. Ouais. Exemple du Covid, tu te réveilles le matin mi-mars, vers le 16 mars, on confine, tu regardes ton portefeuille, depuis le 1er janvier, tu es en fonction du marché autour de moins 35, moins 37. Bon, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir de chez toi, quand est-ce que tu vas pouvoir bosser à nouveau, quand est-ce que tu vas... Il y a une incertitude énorme, Total. Quelque chose qu'on n'a jamais vécu en nos temps modernes. Voilà. Donc, et toi, tu ouvres la presse, qui forcément... parle de tout ça, relate tout ça, ça te fait porter une pression. Parce que quand tu réalises un investissement, tu le fais toujours avec un sens. Tu investis pour protéger ta famille, pour préparer ta retraite, pour transmettre. Et donc, sur des sujets qui portent autant de sens, ne pas avoir réalisé de diversification, c'est la meilleure situation pour finalement avoir un peu la main qui tremble et ne pas porter son investissement durant le temps nécessaire. Et donc de peut-être sortir au plus mauvais moment, oui. Et donc accuser des pertes. Exactement. Et on voit, et d'ailleurs beaucoup d'études le disent, que c'est plutôt la psychologie qui nous fait perdre de l'argent, notamment en bourse. On voit sur le long terme, il y a plein d'études, on pourra les mettre parce que je pense à certaines sur une durée de détention très longue. Au final, on perd quasiment pas d'argent en bourse si on est investi depuis 30 ans et qu'on n'est jamais sorti. En revanche, si on a eu la main qui tremble lors des secousses de marché, si on n'a pas bien appréhendé notre psychologie ou notre profil, tout simplement, là, on peut accuser des pertes. C'est sûr. Et tu parlais d'une étude, il y a une étude qui est extrêmement intéressante là-dessus, qui te dit qu'en fait, quand tu regardes sur une période de 30 ans, est-ce qu'il y a un objectif quand tu prépares ta retraite ou ta transmission, même à 50 ans, si tu prépares ta transmission à 50 ans, tu les as. Les 30 ans. Ouais. À 30 ans, l'investissement en actions, si tu prends le S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines, depuis 1928, le pire rendement moyen observé, c'est 8% par an. Donc en fait, tu constates, et plus la durée de ton investissement est longue, plus effectivement, tu vois ce phénomène-là. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir un placement qui te permette de résister aux chocs qui arriveront dans les années à venir. Donc le but d'une allocation d'actifs, c'est de répondre à des projets, projets de vie là, que tu mentionnes, en lien avec les individus, j'imagine. Mon allocation d'actifs à moi est peut-être légèrement différente de la tienne ou d'un autre, parce que les horizons, les projets peuvent être différents, et puis la sensibilité au risque aussi. Et ce que nous explique cette étude, elle nous donne donc une moyenne. Déjà, est-ce que toi, sur cette allocation d'actifs type, est-ce que toi, tu observes la même chose en termes d'allocation d'actifs dans le multifamily office? Alors, que ce soit dans le multifamily office, tu vois, ou chez HSBC, Swiss Life ou Allianz, où j'ai pu travailler, tu observes effectivement de très, très grandes similitudes pour les familles fortunées. Donc, on retrouve ces éléments-là. Comme tu l'as dit, après, c'est des moyennes. Donc, chaque cas est unique. Mais oui, effectivement, c'est des ingrédients qu'on va retrouver. On va le remettre ici. De toute façon, ça sera à l'écran. Mais on a 56% d'actifs qu'on va appeler traditionnels et 40% d'actifs, un peu plus qu'on va appeler privés. Donc, toi, c'est quelque chose que tu retrouves aussi dans tes allocations des clients que tu accompagnes. Bien sûr. Que ce soit des familles avec plusieurs millions ou même des familles qu'on va accompagner avec des montants plus faibles. C'est extrêmement important de se dire que ce n'est pas réservé à une élite. Et on peut, si tu le souhaites, prendre un peu chaque classe d'actifs par classe d'actifs. J'aimerais bien qu'on puisse les décrypter, que tu expliques un petit peu leur rôle et leur place en fait dans cette allocation, pour que chacun puisse en fait sentir l'utilité d'une diversification, comprendre aussi chacune des classes d'actifs, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses et pourquoi il faut les coupler au final ensemble dans un intérêt de diversification. Et puis peut-être parler aussi d'une notion d'accessibilité. À partir de combien, en fait, je peux investir dans telle ou telle classe d'actifs? Très clair. Donc, premier point que tu as évoqué, Guillaume, qui est extrêmement important, la diversification, ce n'est pas la collection. Donc, on va choisir des classes d'actifs parce qu'elles ont du potentiel. On va
L'idée, c'est vraiment d'investir dans des classes d'actifs qui ont du potentiel et qui ne vont pas réagir de la même manière que celles que j'ai déjà en portefeuille. C'est ça qu'on va rechercher, une corrélation qui ne soit pas parfaite ou donc une corrélation, ça va de 1 à -1. Ouais. Quand tu investis dans quelque chose, si la corrélation est de 1, ça veut dire, Guillaume, que tes 2 investissements vont évoluer exactement de la même manière. Donc, je prends 2 investissements, la corrélation est de 1. Si celui-là fait plus 10, l'autre fait plus 10. Voilà. Et s'il fait moins 10, l'autre fait moins 10. Voilà. Et donc, si c'est 1, tu en es là. Donc, prendre des investissements qui évoluent de la même manière, tu ne te protèges pas. Mais à contrario, faire l'exact opposé, tu ne te protèges pas non plus, parce que tu fais 0. Bien sûr. Si tu en as un qui fait 10 et l'autre fait moins 10, tu fais 0. Donc, on va chercher, et c'est la différence, et c'est là où il faut être fin. Une allocation d'actifs, ça se suit. On va chercher des classes d'actifs qui sont bien orientées. On peut les détailler une à une. On peut commencer par la principale dans l'allocation, qui est la classe action. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette catégorie-là? On parlait tout à l'heure des différences qu'il y a entre les familles fortunées, à plus de 2 millions, ici dans cet exemple c'est même plus de 5, et les autres. En France, en moyenne, quand on prend le patrimoine moyen des Français, la classe action, c'est moins de 10%. Ouais. Ici, on est à 30. Aux États-Unis, on est proche de 40. Donc, l'investissement en action, c'est simple. On investit au capital d'une entreprise. C'est un investissement qui comporte un risque qui n'est pas adapté à tout le monde. Donc, il faut, sur chacune des classes d'actifs, bien évidemment, prendre le soin de vérifier que ça corresponde bien. Mais c'est une classe d'actifs, on le disait tout à l'heure, qui est rentable dans la durée. Tout à l'heure, là, on parle des actions cotées en bourse. On est dans l'univers des actions cotées en bourse. Tu peux y investir de 3 manières, Guillaume. Soit en direct, tu investis toi-même dans des actions. Donc, j'achète des titres. J'achète du Apple, du Nvidia, un titre vif, on dit. Exactement. Soit via des fonds. Donc, tu vas déléguer à une banque le choix de ces investissements, on va en reparler. Soit via ce qu'on appelle un ETF, qui est aussi un fonds, mais qui va répliquer la performance d'un indice que tu as choisi. Premier point qui pénalise généralement les Français, c'est la quantité. Il n'y a pas assez d'actions dans le placement des Français. On évoquait ça tout à l'heure, ce chiffre. Moins de 10 en France, presque 40 aux États-Unis. C'est quelque chose qui coûte énormément d'argent et on peut poser quelques chiffres. On parlait tout à l'heure... C'est un manque à gagner, en fait. C'est un manque à gagner qui est colossal. On peut prendre un exemple dont on parle beaucoup en ce moment, qui est celui de la retraite. Si tu prends l'exemple d'un couple qui investit chacun 100 € par mois pendant sa carrière professionnelle. Donc, tu vas bosser 42 ans, 100 € par mois pendant 42 ans, c'est 100 000 € investis. Si tu ne les as pas placés, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui laissent l'argent sur des comptes courants, ton rendement c'est 0, donc tu te retrouves avec au bout de 42 ans un capital de 100 000. Bien sûr, c'est ce que j'ai épargné. C'est ce que j'ai épargné. Et tout à l'heure on évoquait la pire performance des marchés actions sur 30 ans, si je prends cette pire performance-là, donc de 8% par an, mon 100 000 se transforme en 756 000. Donc si tu compares, je ne fais rien, le coût de l'inaction, je suis à 100 000, je l'ai mis sur un livret à 2%, je suis à 156 000. Donc l'écart entre je l'ai mis sur des livrets qui m'ont rapporté du 2 et je l'ai placé en action, c'est juste 600 000 € dans mon exemple. Donc c'est colossal. C'est considérable. Voilà, donc on a un vrai sujet en France, on ne s'accapare pas assez cette catégorie. Et toi qui accompagnes des investisseurs, est-ce que tu arrives à trouver une cause à ça? Parce que je me pose souvent la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'en France, on accuse souvent le retard d'éducation financière? C'est probablement une partie, mais j'ai l'impression qu'il y a presque de l'ordre de la psychologie, de la croyance, quelque chose qui fait qu'on a un rapport au risque en France qui est très particulier. C'est vrai. Il y a un sujet d'éducation financière, alors qui commence à aller, on voit quand même, tu vois, des gens ça s'ouvre un peu, ça se détend. Mais... On voit effectivement que ça va dans le bon sens. Il y a un sujet d'éducation financière, il y a un côté aussi un peu latin. On aime bien l'immobilier, on est assez concentré. Donc il y a ces deux paramètres-là. Mais moi, je crois beaucoup en l'éducation financière et je pense que le fait de se former, de s'informer, ça nous permet, in fine, de mieux comprendre. Et je pense qu'il y a beaucoup, tu parlais tout à l'heure d'appréhension et des études qui te montrent que pour les Français, l'investissement en action, même sur du très long terme, est un investissement extrêmement risqué. Alors, on constate que oui, c'est un investissement risqué, mais plus tu investis longtemps, plus ton risque diminue. C'est la principale chose qui n'est pas simple à comprendre en dehors des études statistiques qui sont présentées, mais il y a un rapport au risque en France où on n'arrive même pas nécessairement à bien comprendre ce que c'est le risque. En fait, le risque, c'est souvent
dans l'esprit d'un néophyte, c'est souvent « je vais perdre tout mon argent ». Exact. Alors que le risque, dès qu'on commence à le poser, c'est des risques de volatilité, de fluctuation, mais tout ça est latent tant qu'on n'a pas vendu, etc. Mais mis tout ça bout à bout, au final, la procrastination est beaucoup plus facile. C'est vrai. Et puis, il y a un autre effet. Beaucoup de gens pensent qu'en investissant finalement 100 € par mois, c'est vrai que sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne donne pas grand-chose. Il y a aussi cette appréhension qui manque un peu. Faut bien comprendre que le jeu n'en vaut pas la chandelle, en fait. Voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en investissant 100 € par mois, ça ne changera pas leur vie. Or vraiment, on le disait tout à l'heure, en prenant la pire performance de ces quasiment 100 dernières années, 100 € par mois pour chaque membre du couple, ça fait plus de 750 000 acquis au bout de 42 ans. Et ça, beaucoup de gens, moi, tu vois, quand je suis en rendez-vous avec des clients, j'aime bien justement leur montrer un petit peu dans l'objectif qu'on va se donner. Et beaucoup de gens sont frappés, ne perçoivent pas l'impact que ça peut avoir dans leur vie que d'investir. Donc sur cette catégorie action, on a bien compris 3 manières d'y investir, en titre vif, via des fonds, via des ETF. Qu'est-ce que toi, tu préconises ? Très bonne question. Ça nous amène à un deuxième sujet. On parlait de la quantité. Les Français ne sont pas suffisamment investis. Il y a un deuxième sujet de qualité. Beaucoup de Français sont investis sur des fonds, notamment souvent via des contrats d'assurance vie. C'est pas toujours la meilleure enveloppe, donc il faut souvent aussi s'interroger sur dans quelle enveloppe je vais investir, puisque je peux investir en actions dans différentes enveloppes. Donc les enveloppes fiscales de placement, l'assurance vie en est une, le PEA, le compte titre, etc. Donc, la première question à se poser, c'est quelle est la bonne enveloppe ? Et ensuite, la deuxième question à se poser, c'est quelle est la qualité du support dans lequel j'investis ? Ça, pour te répondre, nous, ce qu'on va préconiser, il y a une étude qui est souvent citée, 90% des fonds font globalement moins bien. Donc, quand tu mets des humains à la gestion d'un fonds, action, donc si tu veux investir, Guillaume, aux États-Unis, en Europe, 90% des fonds font moins bien que leur indice de référence. Ce qu'on appelle souvent fonds actifs, c'est ça, géré de Exactement. manière active par des gérants professionnels qui vont sélectionner des actions de manière discrétionnaire. Exactement. Et tous ces fonds-là, et je pense que c'est important de le préciser, ils ont toujours un benchmark, en fait. C'est pour ça qu'on est capable de dire ça. C'est que le but du fonds est quand même de surperformer son indice de référence. Exactement. Et cette étude Spiva qu'on pourra mettre en commentaire montre qu'effectivement, sur le long terme, que ce soit aux US ou en Europe, 90% ou parfois 95 ou 85, ça dépend des zones géographiques, n'arrivent pas à battre sur le long terme la performance de leur indice de référence. Donc, pour te répondre, donc, nous, on va utiliser des ETF en cœur de portefeuille, c'est toujours extrêmement intéressant. Et il y a effectivement 90% des fonds qui ne les battent pas, donc il y en a 10 qui les battent. Et donc, on ne se prive pas d'aller sélectionner les meilleurs fonds. Donc, nous, comment on va travailler cette catégorie ? En utilisant des ETF et des fonds qui battent régulièrement les ETF. Là, il y a 2 éléments qu'on peut indiquer qui sont importants, je pense, pour ceux qui nous écoutent. C'est qu'aujourd'hui, les ETF sont accessibles. Donc, regardez bien ce que propose votre banque. Regardez vos contrats. Les ETF, ça existe depuis le début des années 90. Donc, c'est accessible. On entend parler de plus en plus ces dernières années, mais ça fait très longtemps que c'est en place. Ouais. Voilà, donc regardez vos contrats. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est accessible à des montants très faibles. Donc, n'importe qui peut investir comme une grande famille, une famille fortunée sur ces sujets-là. C'est le premier point. Et ce que je dirais aussi à ceux qui nous écoutent, c'est prenez le temps de challenger les placements que vous avez déjà faits. On a parlé de la qualité, de la quantité. On n'investit pas assez en actions. Mais il y a aussi ce sujet de qualité. Regardez les placements que vous avez, que ce soit avec votre banque ou avec vos assureurs. Vous avez des sites aujourd'hui qui sont gratuits, qui vous permettent de regarder que valent vos fonds, en fait. C'est-à-dire, quelle est sa performance par rapport à son indice. T'as des sites à mentionner ? Bien sûr. Vous avez un site qui est gratuit, qui s'appelle Cantalis. Vous tapez le nom de votre fonds ou son code ISIN et vous allez avoir, en fait, sa carte d'identité. Ça va vous dire, voilà, la performance de votre fonds par rapport à son environnement. Et vous allez voir tout de suite. Si vous avez investi dans un fonds qui fonctionne bien, vous allez voir votre niveau de frais, vous allez avoir un niveau d'information qui est extrêmement important. C'est souvent le piège de quelqu'un non initié, en fait, qui peut avoir ouvert une assurance vie auprès de sa banque, de dire moi, je fais 6% par an. Cette année, j'ai fait 6%. OK, très bien. Mais si le marché dans lequel tu es investi, avec le même niveau de risque, a fait 8, 9 ou 10, en fait, tu as fait une sous-performance. Oui, tu as fait 6%, mais tu as fait une sous-performance par rapport au risque pris. Exactement. Et c'est ce que permet d'aller faire un peu ces audits de portefeuille et d'aller visiter ça, et on mettra le lien de Cantalis. Voilà, ça c'est vraiment important, donc faites-le de manière régulière, allez regarder un petit peu, faites jouer la concurrence, que ce soit avec nous ou d'autres, et regardez, c'est-à-dire que c'est simple, c'est accessible, vous pouvez y aller en quelques clics, et c'est une information qui est extrêmement précieuse pour juger de la qualité. Et tout à l'heure, on donnait l'exemple, un rendement à 8%,
le même rendement qui est rogné par les frais, c'est-à-dire que j'ai investi en action, mais à cause des frais et à cause de la moindre performance, si mon rendement descend à 4, c'est plus 750 auquel j'atterris, c'est 256. C'est plus du tout la même chose. Sur le long terme, c'est considérable. C'est considérable. Sur une durée de 42 ans, c'est considérable. Et quelle que soit la durée, c'est extrêmement important. Donc d'aller contrôler ces points. Et sur les fonds actifs, il y a souvent ce sujet de la rétrocession à l'intermédiaire. Parce que quand on utilise des ETF, le prix est connu en général assez faible. On est sur du 0,2-0,3%, je pense, en moyenne, à peu près de frais de gestion. Là où sur un fonds actif, on va être en moyenne à 2%, je crois. Oui, c'est ça. En fonction des catégories, entre 1,5, 2,5, donc 2, c'est une très bonne moyenne. OK. Et là, sur cette partie-là, il y a une large partie qui est rétrocédée aux intermédiaires. En fait, la rétrocession est faite sur l'intermédiaire, donc celui qui vous propose le contrat. Donc, si c'est une banque, c'est le réseau de distribution. Si c'est un assureur, c'est la même chose. Si c'est un conseiller en gestion de patrimoine, c'est la même chose. Et donc, c'est là où, effectivement, il peut y avoir une tentation. Donc, c'est extrêmement important de juger de la qualité des fonds et de comprendre comment se rémunère la personne que vous avez en face. Il y a des fonds aussi qui existent, je crois, qui sont des fonds, des parts de fonds clean share. Oui. C'est ça? Exactement. Où là, en fait, il n'y a pas de rétrocession. Oui. Okay. Donc, il y a les trois. Donc, en fait, finalement, il y a deux catégories. Des fonds avec rétrocession, des fonds sans rétrocession. C'est ce qu'on peut retenir. Il y a de très, très bons fonds avec de la rétrocession, mais les justifier à condition que le fonds apporte quelque chose. Donc, ce que je dirais à ceux qui nous écoutent, c'est prenez le temps de regarder, d'analyser. Faites ça 1 à 2 fois par an. Ça peut littéralement vous faire gagner des dizaines de milliers d'euros. Donc, ça, c'est sur la catégorie action cotée. Oui. Est-ce qu'on a fait le tour de la catégorie action cotée? Oui. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Certains qui nous écoutent investissent déjà en ETF. Bien sûr. On peut donner quelques points de vigilance. Faites attention à un risque qui s'appelle l'overlap, c'est-à-dire d'investir en fait dans des catégories. Je mets plusieurs fonds, mais en fait qui font globalement la même chose. Ouais. Donc soyez vigilants dans ce dans quoi vous investissez. Donc ça c'est un premier point qu'on peut donner. On donne souvent l'exemple entre si on prend deux indices MSCI World, S&P 500. Exactement. Le S&P 500 c'est les 500 plus grandes boîtes américaines. Le MSCI World c'est 1400 entreprises et c'est 70% les États-Unis. Ouais. Donc en cumulant les deux, vous vous diversifiez pas. Ouais. D'accord ? Donc ça, c'est important. Et ce que je vois aussi beaucoup chez des investisseurs qui se lancent, c'est un peu le côté je veux timer le marché. Et je vois beaucoup de gens qui me disent là, il y a trop de risques, Christophe, j'investis pas. Et l'inaction coûte extrêmement cher. Donc soyez vigilants sur ces points-là. Vérifiez la qualité de ce que vous faites. Posez-vous la question de la quantité dans laquelle vous êtes investi. Et là, effectivement, une fois qu'on a tous ces points-là, on a la checklist parfaite pour investir en action. Il y a une autre catégorie de produits cotés également, qui paraît intéressante, particulièrement en ce moment, je sais que tu m'en as parlé, les obligations. Oui. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette classe d'actifs-là? Bien sûr. C'est l'investisseur qui va prêter de l'argent à un État ou à une entreprise. D'accord ? Donc, c'est l'investisseur qui joue le rôle de la banque. On peut investir soi-même sur des obligations directes, c'est plus difficile qu'en action, où généralement, les montants, si tu veux acheter une obligation, sont souvent proches de 100 000 euros. Donc, on va plutôt investir via des fonds, en obligations. Et c'est effectivement une catégorie qui est extrêmement intéressante parce que les taux ont monté. Ouais. Il y a encore quelques années, avant 2022, il y avait très très peu d'obligations. Si on prenait la même étude, il y avait très très peu d'obligations dans le portefeuille parce que les taux étaient proches de zéro, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça qu'une allocation doit être vivante et suivie, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, vous avez des fonds obligataires qui s'avèrent être très performants dans le contexte actuel. Surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur des obligations, le risque est beaucoup plus faible qu'un investissement en action. Quand j'investis en obligations, j'investis généralement à taux fixe, je prête à taux fixe, donc à un État ou à une entreprise. J'ai beaucoup moins de risques qu'en action, puisqu'en action, l'entreprise peut ne pas me verser de dividendes. Et en cas de faillite, l'investisseur obligataire est remboursé avant l'investisseur action. Les propriétaires de l'equity, oui. Voilà. Donc, il y a moins de risques sur cette catégorie. Et malgré cela, vous avez des fonds obligataires qui, l'année dernière, ont généré des rendements entre 6 et 9 points. Donc, c'est une catégorie qui est extrêmement intéressante, qui est beaucoup moins risquée que la catégorie action et qu'on aime beaucoup associer avec les actions parce que généralement, elles évoluent pas de la même manière. Donc, généralement, c'est pas toujours le cas, mais généralement... Il y a une décorrélation. Il y a une forme de décorrélation, donc une forme de protection à mélanger ces deux actifs-là. Et ce qui est très intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est que c'est accessible. On peut investir sur des fonds obligataires à partir de 1000, 1500, 500. Comment on s'expose? Parce que justement, les obligations en titre vif, c'est un peu plus compliqué. C'est des gros montants. En tant qu'investisseur particulier, ça paraît complexe. Donc, comment on s'expose aux obligations?
La meilleure chose, ce qu'on voit le plus souvent, c'est une exposition via des fonds. Deux raisons. Le ticket d'entrée est très important quand on le fait en direct, et aussi la diversification. Quand on va prendre un fonds Guillaume, on va être investi sur 100, 150, 1000 obligations. Donc, ça permet une bien meilleure protection. Donc, on investit via des fonds, on peut le faire via des ETF. Il y a un vrai écart. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de l'étude qui te montre que beaucoup de fonds en gestion active sur les actions font moins bien. C'est beaucoup moins vrai sur les obligations. Donc, sur les fonds obligataires, on peut investir via des fonds, via des montants d'investissement qui sont faibles. Donc, on parlait tout à l'heure de l'accessibilité. C'est une catégorie dans laquelle on peut investir avec des capitaux qui sont en phase de création de patrimoine. Et sur ces fonds, j'imagine qu'il y a quand même une sélection à la fois des gérants ou de l'univers à l'intérieur des obligations, parce qu'il y a des obligations d'État, des obligations d'entreprise. Il y a aussi ce qu'on appelle les obligations plus risquées et moins risquées, le investment grade ou le high yield. Comment tu te positionnes actuellement, c'est la vérité du moment, aujourd'hui là-dessus? Nous, on va préférer les obligations d'entreprise. Il y a plus de visibilité sur les budgets, sur la gestion du budget, entre guillemets. Il y a plus de visibilité sur cette thématique-là. Donc, on privilégie les entreprises qui sont globalement bien gérées. Tu parlais d'investissement de grade et high yield. Pour expliquer un petit peu comment ça se passe, chaque entreprise, comme chaque État, est notée. On lui donne une note qui permet à l'investisseur de savoir quel est le niveau de risque. Investment grade, ce sont les investissements les moins risqués, high yield les plus risqués. Donc nous, on aime bien l'investment grade. Aujourd'hui, on est bien payé, on peut trouver des rendements proches de 5%. Tout en minimisant le risque. Voilà, avec vraiment un risque faible. Est-ce que le risque sur les obligations, c'est le défaut de paiement? Le risque principal sur une obligation, c'est le fait que la dette contractée au final par l'émetteur de l'obligation puisse ne pas aboutir, ne pas être remboursée. Oui, il y a deux risques sur les obligations. Il y a celui-ci, donc le risque que tu as prêté à quelqu'un qui ne peut pas te rembourser. Tu t'en protèges en te diversifiant. Si tu as un portefeuille avec plusieurs fonds qui eux-mêmes investissent dans des centaines d'entreprises, tu t'en protèges. Et le deuxième risque, c'est l'évolution des taux. Quand tu achètes une obligation, généralement, tu achètes avec un taux fixe. Donc, on peut donner un exemple concret. Tu prêtes de l'argent à EDF. Tu as un taux à 4%. Si demain, les taux augmentent et qu'on te dit, Guillaume, le taux, c'est plus 4, c'est 6, toi, tu as prêté à 4. Donc, si tu veux revendre ton obligation, tu seras en concurrence avec des obligations à 6. Donc, tu vas devoir baisser ton prix pour que ton rendement augmente. Donc, tu as ces deux risques-là. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que les taux ont déjà beaucoup monté. Donc, tu as du rendement à l'intérieur du produit qui te protège. Et on peut se dire que si l'économie ralentit, tu peux aussi avoir des effets de baisse de taux qui, là, créent l'effet richesse inverse. Donc, les obligations, on aime beaucoup parce que c'est prudent, ça apporte une diversification intéressante dans le portefeuille parce que les rendements sont très bons aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, oui, c'est une catégorie qui est, même dans nos portefeuilles, un peu plus présente que ce qu'on voit dans l'étude qui est ici présentée. Parce que la fenêtre est intéressante. La fenêtre est hyper intéressante. Ok. Très clair là sur les obligations. Il y a dans ce schéma, dans cette allocation d'actifs là d'UBS, il y a une classe d'actifs aussi qui est très présente, dont on entend parler de plus en plus, même les particuliers aujourd'hui peuvent y accéder, mais ça peut paraître la jungle pour le non-initié, c'est les private assets. Oui. Alors je dis private assets au sens global parce que dans private assets, tu vas nous l'expliquer, il y a plusieurs choses. Il y a le private equity dont on entend parler plus régulièrement, mais il existe aussi une autre classe d'actifs, le private debt, donc la dette privée. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce que c'est et son rôle, sa place dans une allocation d'actifs globale, parce que ça a quand même une place importante. Oui. Donc effectivement, les private assets, c'est deux sous-catégories. Donc en fait, là, tu es dans un univers, Guillaume, qui est le non-coté. Tu vas investir dans une entreprise, si tu es en private equity, donc en action, ou prêter à une entreprise, et l'instrument que tu vas utiliser n'est pas coté en bourse. Donc en fait, tu vas avoir moins de liquidité. Si tu souhaites, Guillaume, récupérer tes capitaux, tu n'auras pas la même liquidité qu'un investissement en action où tu passes un ordre, tu récupères ton argent le lendemain. Donc tu vas échanger de la liquidité contre une cible de rendement meilleure dans le temps. Donc tu dois avoir ici un horizon plus long. Tu n'y vas pas si tu n'as pas beaucoup de temps devant toi. Donc ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir du temps. Combien à peu près en moyenne? On peut la dette privée, ça va être généralement entre 5 et 10 ans. Et le private equity, ça peut même être entre 5 et 15. D'accord. Donc on s'adresse vraiment... Là, il y a une illiquidité aussi. Là, voilà, il y a une illiquidité. Tu ne peux pas récupérer ton cash. Alors dans certaines conditions, tu peux, on en parlera, mais globalement, tu as moins de liquidité. Donc c'est pas réservé à tout le monde, mais quand tu prépares ta retraite,
quand tu souhaites préparer la transmission de ton patrimoine, eh ben, tu peux te dire que sur une base 100, tu vas pouvoir allouer une partie à cette catégorie. Et on va voir en fait que c'est une catégorie qui est très intéressante. On peut la décomposer en deux, Guillaume, si tu le souhaites. Private equity, donc tu vas investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Tu as 4 sous-catégories. Ok. Tu as ce qu'on appelle le venture capital. Donc là, tu vas investir dans des startups, des boîtes qui ne sont pas encore rentables. Donc c'est la catégorie la plus risquée, parce que tu n'as pas de rentabilité. Au démarrage d'un projet, il n'y a pas de modèle économique encore bien affirmé. Exactement. Si c'est la plus risquée, c'est celle sur laquelle tu vas attendre le plus de rendement. Bien sûr. Donc ça, c'est la première catégorie. Il y a 2 catégories qui sont très souvent utilisées par les particuliers et les particuliers aisés. C'est ce qu'on appelle le LBO et le Growth Capital. Donc là, tu vas t'adresser, Guillaume, à des entreprises qui sont déjà rentables et qui souhaitent accélérer, aller chercher de la croissance supplémentaire. Ça peut être en développant des projets ou en passant à l'international. Donc là, c'est plus prudent que la start-up, puisque c'est déjà rentable. Un modèle économique éprouvé, déjà rentable. Donc tu évites tu as déjà un premier filtre. Un premier tri. Si on s'arrête sur cette stratégie-là, c'est ce qu'on appelle la stratégie de retournement. Donc tu vas investir dans des boîtes pas cotées en bourse qui sont en situation difficile. Ça, c'est très peu utilisé par des particuliers. Si on se concentre sur la plus utilisée, donc des boîtes déjà rentables, ça va être très intéressant pour un particulier pour 2 raisons. La première, c'est le rendement. En moyenne, cette catégorie a généré sur les 20 dernières années un rendement de 13% par an. Sur les 20 dernières années, 13% par an, à mettre en comparaison des actions cotées dont on parlait tout à l'heure, aux alentours de 7-8%. Exactement. Donc tu as un meilleur rendement, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que si tu regardes les 25%, donc ce qu'on appelle le premier quartile, enfin les 20%, si on est sur les 25%. Des meilleurs fonds, c'est ça tu prends les 25% les plus rentables, ton rendement passe de 13 à 21. Donc là, tu as un écart qui est colossal. J'ai bien dit 21% de rendement en moyenne par an. D'accord ? Et qu'est-ce qui fait la différence en fait entre ces... Donc là on parle d'investir via des fonds, c'est ça, de private equity. Là, on n'investit pas, nous, en direct dans une société. Tu peux le faire. C'est-à-dire que si on regarde, tu vois, par exemple, sur l'étude du BS, les familles les plus fortunées vont mélanger les deux. Des investissements en direct et des investissements via des fonds. La bonne nouvelle, c'est que pour des particuliers, via des fonds, c'est accessible. On en reparlera. Donc la différence, en fait, c'est l'historique d'une entreprise. Si demain, je crée une start-up, je vais plus facilement vendre des parts à une société qui a fait ses preuves. Donc, il y a une vraie capacité pour les grandes maisons à sélectionner les meilleurs dossiers. Donc, ça, c'est un point qui est intéressant, qui est extrêmement important. Donc, on aime beaucoup cette catégorie pour le rendement. On l'aime aussi pour le premier point qu'on a vu ensemble, c'est la décorrélation. Quand tu regardes, par exemple, un investisseur qui investit en actions, les mauvaises années, on peut regarder l'année du Covid, la crise des subprimes, donc 2008, la bulle Internet, et ça a été plutôt des bonnes années dans le private equity. Et donc ça, on aime beaucoup. C'est à la fois une catégorie qui génère du rendement, mais qui aussi, dans les mauvaises années dans l'investissement en actions, qui est globalement l'investissement principal en quantité pour un investisseur, c'est une catégorie qui se comporte bien et qui fait mieux que sa performance moyenne. Donc ça, on aime beaucoup. Donc private equity, voilà ce qu'on peut dire. Est-ce que tu as d'autres questions avant que je passe sur la dette privée ? Ouais, mais ça sera peut-être après les mêmes questions, mais sur le private equity, pour moi, il y a souvent un sujet, quand on parle du premier quartile des meilleurs fonds, il y a quand même ce sujet qui revient souvent, celui de l'accessibilité. Oui. Est-ce que je peux accéder, moi, investisseur particulier, simplement à ces fonds-là ou pas ? Y a-t-il un minimum d'investissement ? Comment je fais pour pouvoir accéder à ce quartile ? Très bonne question. Dans le private equity, il y a 2 familles de fonds. Tu as des fonds qu'on appelle evergreen, où concrètement, contrairement à ce qu'on a dit au départ, tu peux sortir de manière anticipée du fonds. C'est des fonds qui sont généralement assez accessibles. Tu peux trouver des fonds accessibles à partir de quelques milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros. Donc eux, c'est s'exposer au private equity, mais avec une liquidité. Voilà. Et qui dit liquidité, dit que tu ne peux pas offrir de la liquidité à tes investisseurs si tu investis. Si moi, demain, je crée un fonds où j'investis 100, si je te dis que tu peux sortir, je suis obligé de garder des liquidités. Et donc, ces liquidités ne sont pas placées en private equity. Et donc ça, c'est très important pour ceux qui nous écoutent. Si vous choisissez ce type de fonds, vous ne pourrez pas avoir les mêmes rendements. Je ne parle même pas du premier quartile. Même la moyenne est difficile à aller chercher parce que vous allez avoir dans le fond... une poche non investie, en fait, bien sûr. tout simplement. Donc, Mais ça permet déjà d'y avoir accès.
Donc, c'est déjà une première base qui est accessible. Il ne faut juste pas en attendre les mêmes niveaux de rendement, mais ça permet déjà à un investisseur qui commence d'avoir cette catégorie en portefeuille qui est extrêmement intéressante puisqu'elle est complémentaire à la catégorie action. Donc ça, accessible. Un peu moins accessible, tu vas avoir des fonds. Ça s'est développé ces dernières années qui, à partir de 100 000 euros, vont te permettre 100 000 euros investis en private equity d'aller chercher les meilleurs fonds. Donc quelqu'un qui commence peut commencer avec des fonds evergreen, voir son patrimoine monter et ensuite accéder à des fonds qui vont lui permettre d'aller chercher un peu plus de rendement, avec moins de liquidité, mais d'aller chercher les rendements qu'on a vus là. Et là, il faut être très sélectif. Donc, si je peux donner un conseil, avant d'investir, regardez les performances passées. Même si ce qu'on appelle le track record. Le track record. En général, il est frappant. Il faut le regarder parce que c'est finalement les mêmes équipes qui vont vous suivre. Donc, conseil, on regarde le track record et on ne met pas tous ceux dans le même panier. Si on peut utiliser plusieurs fonds, c'est aussi une très bonne manière de se protéger sur cette catégorie. Quand je décide de mettre 100 000 euros dans ce type de fonds, est-ce que le jour où je souscris, on vient me prendre 100 000 euros d'un seul coup et ils sont 100 000 euros investis? Alors, il y a des fonds, oui, mais il y a beaucoup de fonds qu'on appelle souvent des feeders qui vont en fait investir de manière progressive dans différents fonds ou le même fonds de private equity. Et donc, généralement, dans ces fameux fonds, on peut retenir qu'il y a 2 étages dans le private equity. Fonds accessibles à partir de quelques milliers d'euros et des fonds qui vont être plutôt accessibles à partir de 100 000. Je simplifie, je synthétise. Bien sûr. Ceux qui sont accessibles à partir de 100 000, c'est rarement 100 000 en une fois. Ça va être souvent 10, 20 000, enfin, c'est souvent autour de 20 à 30 000 euros par an. Donc, que tu vas investir sur une durée donnée. Donc, le private equity, ça peut attirer beaucoup de gens par son rendement. Pas plus de 20-30% d'une allocation d'actifs, c'est bien à avoir en tête. Mais voilà, pour répondre à ta question, oui, tu peux y accéder à partir de 100 000 avec un investissement qui se fait généralement plusieurs années. Donc ça, c'est le private equity. Et il y a une autre classe d'actifs dont on entend de plus en plus parler, qui est la dette privée. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la dette privée? En quoi c'est plus ou moins intéressant que le private equity? C'est pas la bonne formulation parce qu'il n'y a pas de plus ou moins intéressant, mais en quoi ça vient venir diversifier notre allocation d'actifs et pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de se positionner sur la dette privée? Alors, le private equity, c'est extrêmement intéressant comme tu l'as dit. La dette privée, en fait, c'est très intéressant. C'est un marché qui est il y a beaucoup moins d'investisseurs. Donc, il y a moins de liquidité sur ce marché-là. Et donc, du coup, il y a une prime, il y a un petit excès de rendement encore sur ce marché. Aujourd'hui, le marché de la dette privée, il est assez intéressant parce que tu vas avoir des cibles de rendement qui sont proches du private equity. Tu peux avoir des fonds. La moyenne de la dette privée en termes de rendement, c'est 9 pour un risque plus faible, donc 9 de rendement, pour un risque plus faible que le private equity. Et tu vas avoir des fonds, tu vas viser même des rendements autour de 13. Et ce qui est très intéressant sur cette catégorie, c'est que le taux de perte, donc tu prends 100 fonds qui font de la dette privée, le taux de perte, il avoisine les 2%. Ok. Donc alors, sur 100 fonds, il y aurait 2 fonds en fait, qui apporteraient un rendement négatif, une perte. Historiquement, c'est ce qui s'est passé. Sur combien d'années? C'est des études qui sont généralement sur 10 à 20 ans. 10 à 20 donc ans. C'est quand même des études assez longues. Donc ça, c'est un point important, alors que sur le private equity, tu es plutôt autour de 15. Donc, tu as une opportunité. Tout à l'heure, on parlait de l'opportunité un peu du moment pour les investisseurs qui ont le profil adéquat, des obligations. Il y en a une aussi sur la dette privée, c'est que tu as effectivement un rendement qui est attractif, un taux de perte qui est faible. Donc, c'est extrêmement intéressant, d'autant plus que, on l'a vu sur le private equity, dans l'investissement en dette privée, les mauvaises années en bourse sont là, pour le coup, les meilleures en dette privée. Donc là, tu vas prêter de l'argent à des entreprises. En fait, on comprend bien que quand il y a une mauvaise année en bourse, c'est parce qu'il y a un problème économique. Et donc, celui qui a de l'argent pour en prêter à des entreprises va pouvoir augmenter son taux. Logique. Et donc, c'est une catégorie qui est très intéressante parce que quand tu vas avoir ta poche action qui va avoir tendance à baisser, historiquement, c'est les meilleures années de la dette privée. Là, même histoire que pour le private equity, on y investit essentiellement à travers des fonds. Que via des fonds. Que via des fonds. Surtout pour un particulier, hormis aller sur des montants colossaux, mais globalement, c'est via des fonds. Et là, sur l'accessibilité, c'est à peu près pareil? Il y a moins de fonds evergreen où tu peux investir quand tu veux. Donc, c'est plutôt des fonds. Tu vas entrer à partir de 100 000 avec un investissement qui va se faire sur environ 4 ans. OK. Il y a une classe d'actifs qu'on n'a pas oubliée, qui est importante, particulièrement pour les Français, c'est l'immobilier. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'immobilier? Est-ce que l'immobilier, il y a beaucoup de choses. Il y a l'immobilier d'usage, on va dire la résidence principale, etc., puis l'immobilier d'investissement.
Oui. Ce qu'on voit beaucoup chez les Français, c'est notamment les SCPI. Bon, ça peut être immobilier, investissement, enfin... Si on fait un petit focus sur les SCPI, une SCPI, c'est simple, c'est un fonds qui va acheter, gérer et vendre les biens pour toi. Tu te dis, j'ai envie de faire de l'immobilier, soit tu le fais en direct, donc tu vas acheter toi-même un bien pour le louer, soit tu vas le confier à un fonds, et c'est là que tu vas avoir recours à ce qu'on appelle une SCPI, c'est-à-dire Société Civile de Placement dans l'Immobilier. Catégorie, tu vois que nous, on a plutôt sous-pondéré. Donc, si je devais prendre une image de cuisine, c'est un ingrédient qu'on a moins utilisé. Ces dernières années. Alors, surtout, tu vois, de 2017 à 2024. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un petit problème en 2022 avec la hausse des taux et en fait, sur le marché des SCPI. Exactement. En fait, si on décompose, donc 2017 à 2020, très booming. On a eu en fait des prix qui ont monté dans l'immobilier, mais quand les prix montent, si le loyer ne bouge pas, le taux de rendement baisse. Bien sûr. Et donc, on est arrivé finalement au début des années 2020 avec des SCPI avec des rendements moyens autour de 4, 4,5, avec souvent des frais importants. On parlera après de ce sujet-là. Donc, nous, on était un peu moins appétants à ce moment-là. Et effectivement, l'avantage du marché de l'immobilier, c'est que c'est un marché qui, globalement, anticipe moins que le marché boursier. La bourse, elle anticipe à 9 mois. Donc, le cours que vous voyez aujourd'hui, c'est l'anticipation des bénéfices futurs à 9 mois. L'immobilier, un peu moins. Donc, l'immobilier permet une meilleure réactivité que le marché boursier, où généralement, vous constatez. Donc, nous, on avait un petit peu allégé cette catégorie parce que les rendements étaient bas et les risques importants. Aujourd'hui, c'est une catégorie qui revient bien parce qu'il y a eu des baisses très fortes. Il y a eu des baisses très fortes sur l'immobilier, notamment dit d'entreprise. Donc, tout ce qui est commerce, bureau, logistique. Oui, des SCPI qui ont vraiment accusé de lourdes pertes avec des diminutions de parts assez importantes. Donc, il y a des investisseurs qui ont perdu beaucoup dans ces catégories-là. Et quand certains perdent, d'autres gagnent. Et aujourd'hui, on peut trouver des SCPI sur le marché. Alors là, si on devait donner quelques conseils, regardez bien la typologie de frais. Vous avez 2 grandes familles de SCPI sur le marché. Celles qui pratiquent des droits d'entrée, où la moyenne est proche de 9%, ça peut monter à 12%, et celles qui n'en pratiquent pas. Celles qui n'en pratiquent pas, il n'y a pas de bénévolat derrière tout ça, elles ont généralement des frais de gestion plus élevés. Donc il faut bien analyser ça, mais aujourd'hui il y a des SCPI qui donnent de la visibilité avec des rendements proches de 7%, voire même un peu meilleurs. On trouve même des SCPI avec de meilleurs rendements, mais on trouve en tout cas du plus de 7 avec de l'historique. Et donc aujourd'hui c'est une catégorie qu'on aime bien à nouveau, qui peut être intéressant pour les Français, parce que les rendements sont attractifs. Et là, on y investit en direct, parce que je sais qu'on peut aussi investir à travers l'assurance vie. Comment on se positionne là-dessus ? Alors là, ça va vraiment dépendre de l'objectif de chaque investisseur. Vous pouvez effectivement investir de 3 manières en SCPI. En direct, en pleine propriété, de manière dite démembrée. Vous allez avoir ce qu'on appelle ou la nue propriété ou l'usufruit, donc on pourra y revenir, ou tu peux effectivement acquérir ce qu'on voit plus souvent, tes SCPI via une assurance vie. D'accord. Donc là, en fait, ça va dépendre de tes objectifs. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Si tu investis en direct, tu vas percevoir des loyers tous les mois ou tous les trimestres qui vont être taxés. Donc en fonction... Assez lourdement, voilà. Ça dépend de comment on les détient, mais la fiscalité immobilière en France n'est quand même pas neutre. Voilà, elle n'est pas neutre, c'est ta tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux. Il y a des astuces ici, quand tu prends des SCPI qui investissent à l'étranger, tu n'es pas assujetti aux prélèvements sociaux. Il y a des spécificités, mais tu peux le réduire déjà comme ça. Donc premier point, si tu investis en direct, attention à ta fiscalité. Donc un élément de comparaison, ça va être tes objectifs. Est-ce que tu as besoin de revenus tout de suite ? Est-ce que tu as un sujet de transmission devant toi ? Donc ça, c'est les sujets que tu dois regarder qui vont te permettre de prendre ta décision. Donc inconvénient de l'investissement en direct, la fiscalité. Inconvénient de l'investissement en assurance vie, c'est que tu vas payer les frais de gestion de l'assurance vie. Donc, si tu as un contrat avec 1% de frais, concrètement, tu as un peu moins de rendement. Mais tu peux avoir, dans certains cas, une transmission moins coûteuse. Donc, il y a un match entre les deux. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire sur cette catégorie, c'est qu'elle était moins attractive ces dernières années. Il y avait pas mal de risques. Aujourd'hui, dans un univers où les taux ont déjà monté, où les prix ont déjà bien baissé, c'est une catégorie qui mérite d'être regardée en analysant bien, pour ceux qui nous écoutent, les frais à l'entrée, la capacité de sortir, la taille du fonds. C'est aussi un paramètre important à regarder. On sort plus facilement d'un gros fonds. Mais là, attention, il y a eu des gros fonds qui ont aussi eu des difficultés. Donc, il faut être vigilant et il y a ces paramètres. Tout est dans la sélection là aujourd'hui. Tout est dans la sélection et vous avez accès en tant qu'investisseur au carnet d'ordre. Donc vous pouvez voir en fait à chaque trimestre combien de personnes sortent, combien de personnes rentrent. Donc vous avez une visibilité qui est aussi importante, mais on prend rarement le temps de le faire. Donc c'est important là aussi soit de le faire, soit de se faire accompagner. Donc sur la partie immobilier plus SCPI aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, il y a d'autres catégories. Mais quand on prend le rapport du BES,
Les autres catégories, elles sont souvent remises un petit peu ailleurs. C'est-à-dire que tu peux investir en immobilier via ce qu'on appelle des club deals. Et donc, en fait, un club deal, c'est ni plus ni moins que de la dette privée, finalement, ou du private equity. Donc, un club deal, pour expliquer donc ce que c'est. Donc, on les retrouve au final dans le rapport, on les retrouve dans cette catégorie-là. C'est ça. En fait, un club deal, c'est simple, tu vas accompagner un promoteur sur une opération. Ça peut être une opération de marchand de biens, quelqu'un qui va acheter un immeuble ou qui va acheter un bien immobilier avec une stratégie soit d'apporter de la valeur en faisant des travaux, soit une stratégie de sortir, par exemple, des locataires parce qu'ils payaient un prix faible pour en mettre au prix de marché. Donc ça peut être fait soit en investissant directement au capital de la société qui va le faire, donc c'est du private equity, soit via un investissement obligataire, et donc c'est de la dette privée. Donc c'est une manière de faire de l'immobilier différemment, peu utilisée en France, mais qui a un vrai intérêt, puisqu'il y a des rendements qui sont intéressants, mais là aussi il faut être très sélectif. Ok. Il y a dans le rapport UBS et dans l'allocation d'actifs, il y a d'autres classes d'actifs présentes de manière un peu plus marginale. Je pense notamment à la crypto, je pense notamment au hedge fund. Oui. Et j'aimerais bien qu'on touche un mot en fait sur ces hedge funds, parce que c'est un terme qu'on entend souvent. Oui. Mais qu'est-ce que c'est ces hedge funds ? Alors, les hedge funds, en fait, c'est une catégorie qui est très utilisée on va dire, pour des clients qui commencent à avoir un peu d'épargne, mais dès 50, dès 100 000, on commence à les voir. C'est une catégorie qui est très intéressante parce qu'en fait, l'objectif de cette catégorie, c'est d'être décorrélé. Donc, c'est-à-dire que de te verser... Alors, il y a plusieurs sous-catégories dans les hedge funds, mais il y en a une qu'on apprécie beaucoup, qui s'appelle Absolute Return, où en fait, l'idée, c'est de te verser... Rendement absolu. Te verser un rendement le plus stable possible, quelles que soient les conditions de marché. Que ça baisse ou que ça monte. Voilà. Et donc, c'est une catégorie qu'on aime bien parce que quand il y a des crises importantes, tu peux avoir les actions qui baissent, les obligations qui baissent, tu peux même des fois voir l'or assez stable, tu peux envisager plein de scénarios. Et là, le but, c'est justement d'avoir une constance. Donc, c'est une catégorie qu'on aime beaucoup, qui est très utilisée en gestion de patrimoine, davantage encore en gestion de fortune, mais qui est accessible. On peut accéder à des fonds de ce type dès 10, 15, 20 000 euros. On peut trouver des contrats d'assurance vie ou même des 3 000 euros, ils vont être accessibles. Le hedge fund, lui, va utiliser beaucoup de produits dérivés en fait à l'intérieur. Il utilise essentiellement ça, de couverture ou autre. Là, c'est vraiment du trading. On confie ça à la charge du hedge fund. Et là, on se base sur le track record, j'imagine. Exactement. Et là, tu as donné un point qui est essentiel. Toujours utiliser des outils. Donc, il y a Cantalis qu'on a évoqué tout à l'heure. Qui est très intéressant, c'est aller regarder ce qu'a fait votre fonds alternatif ou celui que vous propose votre conseiller dans les mauvaises années. Si, dans le cadre d'une mauvaise année, il a bien performé, alors les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais ça reste un bon indicateur de gestion. Ça reste un bon indicateur. Et il y a des fonds alternatifs qui ont pour mission de vous générer un rendement constant entre 4 et 6, et d'autres entre 6 et 8. Donc, bien évidemment, plus vous allez prendre des risques et plus il peut y avoir d'écart, mais il y en a qui sont extrêmement stables. C'est d'aller chercher la preuve de la promesse. Exactement. Le track record permet ça. Et on a des fonds aujourd'hui qui sont réguliers à plus de 7. Y compris en 2022 où le marché action a fait moins 20 aux États-Unis, où le marché obligataire a fait moins 10. Donc en fait, c'est une catégorie qui est extrêmement intéressante pour mettre un peu de protection supplémentaire dans un portefeuille, à condition de bien choisir. Avant de clôturer, tu peux nous dire un mot sur la crypto ? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes, que tu conseilles dans le portefeuille de tes clients aujourd'hui ? Alors, c'est un domaine qui est pas encore très réglementé, pas suffisamment pour ceux qui pourraient en proposer. Donc moi, j'y investis. J'y investis autour de 5% de mon patrimoine financier parce que j'ai un temps long. J'accompagne des clients sur les choix dans la stratégie d'investissement. Maintenant, je ne propose pas de solution. J'estime que j'ai pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire que dans la crypto, tu sais, tu as ceux qui vont être très Bitcoin, d'autres qui vont être plus diversifiés. Moi, c'est vrai que je suis un peu maximaliste. Je suis plutôt Bitcoin et je ne vois pas de valeur à apporter à un client, rajouter des frais pour lui conseiller de faire un peu de Bitcoin. Donc, quand le client a des questions, j'y réponds. Mais je ne vais pas proposer d'investissement en direct là-dessus. Par contre, je vais le conseiller sur le mode de détention. Et on peut aujourd'hui, tu vois, trouver de la crypto dans des contrats luxembourgeois. Donc, dans ce biais-là, via des ETF, je vais le faire. Mais je ne vais pas, sinon, y investir par un autre canal que celui-ci. Maintenant, si je suis un investisseur particulier qui a écouté cette présentation, a vu le rapport UBS sur l'allocation d'actifs et que je souhaite la mettre en place pour moi, à partir de combien d'épargne financière je peux raisonnablement passer par toi pour mettre en place tout ça ? Alors nous, on accompagne les clients à partir de 100 000 euros. 100 000 euros d'épargne financière, on va pouvoir à partir de ces montants-là
travailler sur une allocation sur mesure par rapport aux objectifs du client. Ce que je peux aussi dire, puisqu'on parlait tout à l'heure des différentes catégories, la catégorie action, la catégorie obligataire, alternatif, on peut y accéder à des montants plus faibles. Nous, on commence à partir de 100K et on le rend accessible à partir de ces montants-là avec des critères de sélection de produits extrêmement fins. Et après, il y a souvent le critère des 250 000 euros aussi. Je crois qu'il est souvent en lien avec les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Oui, tu vas trouver beaucoup de contrats luxembourgeois qui sont accessibles à partir de 250 000. L'avantage des contrats notamment qu'on utilise, on parlait tout à l'heure des modes de rémunération, c'est que nous, on va utiliser des contrats où il n'y a pas de rétrocession en fonction des fonds que je vais choisir. Donc que je prenne un fonds action, obligation, un ETF, je ne suis pas payé différemment. Donc à partir de 100 000, on va proposer une qualité, des investissements à très forte valeur ajoutée pour le client avec une vraie sélection. On rend accessible la gestion de fortune. On y met les mêmes critères. On le rend accessible. Ça, c'est vraiment important pour nous. Sûr. Et à partir de 150, on peut franchir un palier supplémentaire. OK. Un grand merci pour tes éclairages. Il y aura un lien pour savoir où on peut te retrouver. Et probablement que je t'inviterai une nouvelle fois sur la chaîne pour parler plus spécifiquement du sujet de l'assurance vie luxembourgeoise et de tout ce qu'elle permet, parce qu'il y a souvent des questions sur assurance vie française, assurance vie luxembourgeoise. Quelles sont les principales différences et pourquoi on entend de plus en plus parler de ces contrats d'assurance vie luxembourgeois? Avec grand plaisir, merci. Merci à toi, Christophe. Ciao.